Donc bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je suis avec Gaëlle Chabanel qui est naturopathe et on va parler du coup du lien entre l'alimentation et les émotions. Donc je suis trop contente parce que sujet hyper intéressant. Donc Gaëlle, je vais te laisser te présenter pour nous expliquer qui tu es et ce que tu fais. Ok, eh ben, un plaisir partagé pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Gaëlle, j'ai 36 ans, je suis donc naturopathe. Je suis aussi maman de 3 enfants et c'est un petit peu qui guide mes choix et notamment vers une alimentation plus saine pour eux. Euh, la naturopathie, c'est la mère des médecines douces, avec comme père Hippocrate et son adage que ton aliment soit ton seul remède. Donc voilà, ça présente déjà bien, ça pose bien le décor. La naturopathie, c'est avant tout poser un nouveau regard sur son assiette. Et après, bien sûr, on complémente, on supplémente, on soutient s'il y a besoin par d'autres techniques, les plantes, les huiles essentielles, la relaxation, etc. Mais avant tout, la naturopathie, c'est recadrer, regarder son assiette et améliorer ce qu'on mange au quotidien. Voilà. Ok, merci pour cette belle présentation. Du coup, évidemment, ma première question, quel est le lien entre l'alimentation et nos émotions? Alors, c'est une vaste question Ouais, je me qui doute. appelle de vastes réflexions. L'alimentation, c'est pas anodin. On a tendance un petit peu dans nos sociétés occidentales aujourd'hui à manger quand c'est l'heure, à manger parce que voilà, il faut manger, c'est le moment de manger, etc. Et on a perdu un petit peu cette part instinctive de est-ce que j'ai besoin là de manger, de quoi j'ai besoin et pas de quoi j'ai envie parce que c'est pas pareil. Et voilà, et à se poser un petit peu pour apprécier en fait l'impact de notre alimentation sur notre corps. C'est un sujet qui est encore très vaste à explorer. Il y a pas beaucoup d'études sur ce thème. Ça démarre juste le lien entre l'alimentation et les Ouais. émotions. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce qu'on le constate quand on teste par soi-même, en fait, hein, c'est vraiment ça. C'est quand je me tourne vers une alimentation vivante, vibrante, qui a été baignée, donc des végétaux qui ont été baignés par l'air, la pluie, le soleil. Bah voilà, je vais vers des émotions positives. Je n'ai pas de lourdeur après le repas. Je suis plutôt gaie, je vais plutôt bien. Je suis vers des énergies positives. Quand je mange quelque chose qui n'est pas fait pour moi, je vais avoir une digestion difficile, je vais être dans des lourdeurs digestives, je vais être pas bien, je vais passer de la gaieté à des émotions plutôt pessimistes. Mhm. Donc voilà, ça on peut juste le constater parce qu'il n'y a encore pas vraiment d'écrit, mais simplement on constate que quand l'alimentation est faite pour nous, on va vers la joie. Et Ouais. quand on mange quelque chose qui n'est pas trop adapté, on va se sentir un peu, un peu dans des émotions pas forcément très positives et on va se tourner du coup vers la maladie, vers la dépression, vers des choses pas très gaies. Voilà. En tout cas, ce qu'on Ah, peut dire aujourd'hui sur ce lien. juste une question, qu'est-ce que tu appelles l'alimentation vivante ou les aliments vivants? Ben, l'alimentation vivante, c'est ce qu'on va aller trouver dans la terre. Donc, D'accord. le fruit qu'on va accueillir au verger, le légume qu'on va tirer du potager. Ça peut être aussi les graines germées, Mhm. tout ce qui a été baigné par les éléments, l'eau, la terre, l'air, le soleil, et qui n'a pas été transformé ni cuit, ou alors vraiment cuit de façon très juste, c'est-à-dire une cuisson douce pour détruire un minimum de minéraux. Ouais. Voilà, tout ce qu'on trouve voilà, de cru, on va dire, direct, quoi, de la terre à D'accord. la. Et Voilà. du coup, ça prend pas en considération la viande, les produits laitiers, les poissons? Non, ça prend pas en considération tout ça. D'accord. Je crois qu'il y a d'autres questions je vais développer tout ça dans Ouais. d'autres questions. Mais en effet, l'alimentation juste, elle est vivante, elle est vibrante et elle n'est pas cuite, elle n'est pas transformée et elle n'est pas issue d'un animal. Parce que voilà, D'accord. c'est pas fait pour nous tout ça. Ouais. Ok. Du coup, au téléphone, tu m'avais dit qu'on avait quatre constitutions. Donc, j'ai envie de savoir ce que c'est ces quatre constitutions. Ça m'intrigue. Ouais. Alors, en fait, le mot juste, c'est 4 tempéraments. Alors, on D'accord. est tous avec une constitution différente.
Cette constitution, elle est issue de notre patrimoine génétique, de notre mémoire cellulaire, des conditions dans lesquelles on a été accueilli sur Terre, de tout ce qu'on a fait dans notre vie pour arriver jusqu'à ce qu'on est aujourd'hui. Donc en naturopathie, on dessine l'arbre de vie, on part des racines, ce qu'on était avant même naître, ce qu'étaient nos parents, nos grands-parents, tout ce qu'on nous a transmis, et on monte jusqu'au sommet de l'arbre pour voir quel est le chemin de vie de la personne. Donc ça définit la constitution, ce qu'on est. Et ensuite, on définit un tempérament. Donc ça, c'est plutôt lié à la morphologie et aux habitudes de la personne. Donc il y a 4 grands tempéraments en naturopathie: le sanguin, le bilieux, le nerveux et le lymphatique. Et en fonction de ces tempéraments, on a une alimentation et on va dire des rituels de vie qui sont plus adaptés, on va dire, en fonction de ces personnes. Voilà. Du coup, est-ce que tu peux développer rapidement, parce que je pense que ça doit être extrêmement complet, mais voilà, développer un petit peu ce que tel tempérament a besoin, quel est son rythme de vie, l'alimentation qui lui est juste. Alors, oui, bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a tous en nous de ces 4 tempéraments pour être parfaitement équilibrés. Et quand il y a un des tempéraments qui devient dominant, c'est là que les déséquilibres et les troubles s'installent. Donc, à ce moment-là, on définit quel est le tempérament qui a pris le dessus et on essaye de le faire rentrer avec les autres pour les aligner et se rééquilibrer. Donc par exemple, d'aligner ces 4 d'aligner les 4 tempéraments. Ouais. On peut prendre par exemple l'exemple d'une personne qui aurait un tempérament lymphatique. Donc, une personne qui a un tempérament lymphatique, elle est associée à l'élément eau. Donc, la lymphe, c'est toute l'eau qui circule dans le corps. Et quand on a un tempérament lymphatique, c'est que la lymphe est prédominante chez cette personne, qui va avoir des problèmes souvent de rétention d'eau, d'œdème, d'obésité, donc tout ce qui est un petit peu lié à ce qui ne circule pas bien dans le corps. Et donc, du coup, c'est quelqu'un, en général, le lymphatique, qui est très, très gourmand, qui aime l'alimentation, qui va amener vite la satiété, donc tout ce qui est farineux, tout ce qui va vite peser un peu sur le ventre. Le lymphatique, il est associé aussi à la phase du bébé, donc on remplit un peu, qu'on doit donner satiété pour ne pas qu'il pleure, etc. Donc, on est un petit peu dans cette démarche-là chez la personne lymphatique. Du coup, au niveau de l'alimentation, c'est quelqu'un avec qui on va du coup installer, si la force vitale est au rendez-vous, on va installer une période de jeûne pour essayer de nettoyer cette lymphe, en fait. Donc, un jeûne, alors quand on parle de jeûne tout de suite, moi, je peux pas. Alors, c'est pas ça, un jeûne. Enfin, bien sûr, il y a le jeûne sec, les personnes qui ne boivent et ne s'alimentent pas pendant 9, 10 jours, un mois. Enfin, voilà, les personnes qui sont très entraînées. Mais le naturopathe accompagne sur différentes formes de jeûne. Il y a le jeûne hydrique, donc là, on va être accompagné par l'eau et les tisanes. Il y a la monodiète, donc qui consiste à manger qu'une seule variété d'aliments, donc par exemple que des légumes verts, que du riz, que du raisin, etc. pendant plusieurs jours. On peut faire du jeûne au jus, on peut faire des jeûnes intermittents, donc là c'est espacé de 18 heures la prise d'un repas, etc. Il y a plein de formes de jeûne qui s'adaptent à tout type de personnes. Donc c'est pas voilà. Et donc on va encourager le jeûne et on va encourager la reminéralisation par des produits riches en iode. Donc on va le tourner vers par exemple les algues, les fruits de mer éventuellement, on est quand même dans la cueillette du fruit de mer, même si on est sur quelque chose de plus animal, mais voilà, on est quand même sur quelque chose de cueillette, des bonnes huiles, des bonnes céréales. Voilà, on va essayer d'accompagner sous cette façon-là. Un autre exemple, le nerveux, par exemple, tempérament nerveux. Donc là, on est sur une personne qui fait plutôt des déchets acides. Donc souvent, c'est des personnes qui ont une alimentation un petit peu acidifiante. Donc là, on est sur la protéine animale avec du produit laitier encore en grosse quantité, de la viande encore en grosse quantité, qui va créer des déchets d'acide dans le corps et qui va suractiver le système nerveux. Des personnes souvent qui sont surmenées, qui vont pousser toujours, se donnent toujours des challenges très très hauts, qui sont toujours dans cette idée-là de se donner, etc. Et donc ça pousse le corps dans ses limites et ça épuise le système nerveux en fait. Donc voilà, du coup là sur le système nerveux, on va
On va diminuer l'apport de viande et l'apport de laitage. On va essayer de diminuer l'acidité dans le corps. Et on va partir sur des petits repas. On va fractionner les repas parce que c'est souvent des personnes qui ont un tout petit appétit et qui ont eu cette éducation de on mange pas entre les repas. Voilà. Et là, en fait, le système, le tempérament nerveux, il a besoin de manger en fait en continu dans la journée. C'est comme ça. Et il faut, voilà, il faut s'écouter. On a faim, ben on fait des petits repas, 5-6 repas par jour, mais petits, bien construits, avec du fruit, avec du vivant. C'est quelqu'un qui aime aussi le chaud, donc on peut faire des soupes, par exemple, même si là, on perd un petit peu la qualité du légume, mais on a quand même des minéraux. Voilà. Donc, en fait, à chaque tempérament, son rituel alimentaire, quoi. D'accord. Du coup, Voilà. quelles sont les conséquences d'une alimentation qui est peu adaptée sur nos émotions, notre caractère, notre tempérament? Eh ben, c'est en fait la réaction, ouais, la réaction qu'on peut avoir sur une alimentation qui n'est pas adaptée. Il y en aura toujours. Après, parfois, on dit non, moi, je ne constate pas que ci, que ça. Alors, il y a des personnes qui réagissent tout de suite. On le voit sous forme d'allergie, par exemple, ou d'intolérance. Puis des personnes qui emmagasinent et qui, des années après, font les nouvelles maladies du siècle, les maladies auto-immunes, les maladies de dégénérescence, etc. Parce que le corps avait la force vitale de stocker, voilà. Mais au bout d'un moment, ça sort. Ça sort sous une forme ou sous une autre. Donc voilà. Globalement, quelqu'un qui respecte pas son alimentation, et surtout au niveau des émotions, parce que là, on était vraiment sur l'émotion, parce qu'il y a des troubles physiques qui apparaissent, mais on va aussi avoir des troubles émotionnels. Ça va être quelqu'un qui va pas être bien dans son corps, en fait, qui est tout le temps en train de se chercher, qui est jamais satisfait, en fait, des choses de la vie. Même quand il les obtient comme il a souhaité, il veut toujours plus. Ça va entraîner aussi un mauvais état physique qui entraîne forcément, parce que quand on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans son cœur. Donc, entraîner des perturbations dans la vie sociale, dans la vie amoureuse, dans la vie familiale. Une mauvaise digestion due à une mauvaise alimentation, ça entraîne aussi des somnolences. Parfois, on a sommeil après manger. Donc, quand on travaille, quand on doit s'occuper de nos enfants, quand on a le quotidien à assumer et qu'on a tout le temps sommeil, on n'est pas bien. Et quand on n'est pas bien, c'est par effet papillon, en fait, tout notre entourage est pas bien, en fait. Et voilà, on a un manque d'énergie, un manque d'envie pour tout. Et une espèce de fatigue latente, de mélancolie chronique, en fait, qui est tout le temps présente, juste parce que ce qu'on mange n'est pas adapté à ce qu'on est, tout simplement. D'accord. C'est incroyable, ce pouvoir de l'alimentation, quoi. Oui. Ah oui, c'est... Est-ce que, bon, ça demande un peu de conscience de soi, mais est-ce qu'il y a des indices au niveau émotionnel qui puissent nous dire, tiens, là, mon alimentation, elle me convient pas parce qu'il y a telle émotion qui ressort, je me sens pas bien, sans forcément se dire, cet aliment ne me convient pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans mon alimentation que je dois changer parce qu'il y a cet indice émotionnel qui ressort. Oui, oui, oui. Même si on a un petit peu perdu la connexion avec notre instinct alimentaire et ce qu'on doit manger, je pense que tout le monde a déjà ressenti un appétit coupé par une mauvaise nouvelle ou à l'inverse, une grosse envie de fringale après une contrariété. Enfin, on est tous différents, il y en a qui ont faim, il y en a qui n'ont pas faim, mais là, on peut simplement constater, et je pense qu'on l'a tous vécu, que quand ça va pas bien dans le corps, en fait, on est perturbé dans notre alimentation et on est perturbé dans notre digestion. Souvent, la digestion s'accélère ou la digestion est coupée par une émotion forte. Donc ça, on l'a tous ressenti. Par contre, c'est pas forcément quelque chose qui est sain et normal. On va avoir tendance à dire oui, j'ai eu une mauvaise nouvelle, j'ai eu très faim, j'ai avalé le paquet de biscuits, c'est pas grave, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Voilà. Mais là, on se rend compte, en fait, on rentre dans un cercle un peu vicieux où ces bouleversements, en fait, ne sont pas une réaction normale de l'organisme. On a d'autres outils. Aujourd'hui, le bien-être qui explose autour de nous, on a vraiment d'autres outils que l'alimentation. Et se dire, voilà, simplement, ils sont dus à une déconnexion avec notre soi profond face à une alimentation, en fait, qui n'est pas adaptée. Donc, une alimentation aujourd'hui dans nos sociétés qui est vraiment, comment dire,
ultra transformés, très riches en sucre, en sel, très gras. Et en fait, nos liquides, la lymphe dont on parlait tout à l'heure, elle baigne dans tout ça. Et quand ça va pas, elle appelle ça en fait. Elle en a besoin. Donc, je vais pas bien, j'ai un coup dur. Mon corps, il me réclame de la sécurité. Et ce qu'il connaît, en fait, c'est ce liquide dans lequel mes cellules baignent. Donc, le gras, le sucre, l'ultra transformé. Et du coup, je vais avoir une compulsion alimentaire qui ne serait pas là si on mangeait ce qui était adapté pour nous. Ça passerait par autre chose. Donc voilà, du coup, c'est vraiment des indices quand on a une grosse fringale que notre corps réclame son quota de ce qui nous remplit déjà, en fait. Et voilà ce que je peux dire sur les indices qui sont très parlants par rapport à l'émotion et l'alimentation. Donc, si, pour reprendre ton exemple, voilà, tu as une émotion forte, tu as ce besoin de manger un paquet de gâteaux, par exemple, ça veut dire qu'il y a un trop plein de sucre dans ton alimentation, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est qu'on baigne dans ça, donc le corps, par sécurité, demande ce dans quoi tu baignes pour te rassurer, en fait. C'est un cercle vicieux. Ce que nous mangeons va affecter nos émotions, et à l'inversement, nos émotions, elles vont jouer un rôle dans ce que nous allons choisir de manger. Et une fois qu'on est dans cette boucle-là, c'est un petit peu compliqué d'en sortir, parce que clairement, quand on a une émotion forte et qu'on le sucre nous appelle, par exemple, on va pas aller se jeter sur une pomme. En général, on choisit la tablette de chocolat. C'est clair. Autant la pomme, elle aura un apport en sucre qui sera largement satisfaisant pour le corps. Mais du coup, on choisit ce qu'on préfère, ce qu'on aime, en fait, parce que c'est ce en quoi on baigne. Et en fait, si globalement, on mangeait que des pommes et des bananes, quand on aurait un coup dur, peut-être que c'est la banane qui viendrait à nous et pas la tablette de chocolat. Ensuite, ma prochaine question. Alors oui, est-ce qu'il y a des aliments ou des vitamines dont nous avons besoin pour rester dans des émotions positives ou pour réguler nos émotions? Alors, moi, je dirais qu'avant toute chose, avant d'aller chercher les vitamines, les supplémentations XY, il faut déjà porter un regard sur son assiette. Donc, comme je disais en début de l'interview, comme dit Hippocrate, que ton aliment soit ton seul remède. Donc déjà, on rééquilibre l'assiette parce qu'en fait, rien qu'en mangeant voilà, des aliments adaptés, vivants, vibrants, on a déjà ce qu'il nous faut. On a dans les fruits l'énergie, le glucose, le sucre nécessaire à avoir une journée voilà, où on ne se sent pas fatigué. Et on a dans les légumes tous les minéraux dont on a besoin. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a tendance, enfin moi je vois en cabinet, les consultantes qui viennent, elles ont tendance à être super OK pour se supplémenter. Par contre, c'est plus difficile de sortir de ses habitudes alimentaires. On sort de sa zone de confort, il faut apprendre à cuisiner autrement. Ça remet en compte aussi l'éducation alimentaire qu'on a reçue, avec l'entrée, le plat, la viande, le poisson, les légumes. En France, le laitage, et puis ton fruit, puis surtout bien finir son assiette. Et ça, en fait, c'est maman qui a dit, et maman, c'est sacré. Et ça, c'est difficile, parce que quand on s'oppose à ça, on s'oppose aussi à l'éducation qu'on a reçue, à l'éducation qui a été transmise par la famille. Surtout en France, où l'alimentation est très riche. Sacré chez nous, dans tous les pays, je pense, mais on a une alimentation particulièrement acidifiante. Donc, du coup, c'est très compliqué de sortir de cette zone de confort. Donc, déjà, on pose un regard sur l'assiette, on s'adapte à son tempérament, on rééquilibre. Et ensuite, en effet, il y a parfois besoin d'une période de soutien pour assumer cette transition, en fait. Et là, on peut supplémenter. Comme je disais tout à l'heure, c'est bien avant d'attaquer ces recadrages de passer par une période de jeûne, quand la force vitale est au rendez-vous. Et ensuite, voilà, bien optimiser, on va dire, à 80% des assiettes avec du cru, du vivant, des graines germées, des fruits, des légumes crus ou cuits à la vapeur si on a un petit peu du mal à supporter le cru, parce qu'il y a des personnes qui en ont, parce qu'on a tout ce qu'il faut dedans. Et après, en fonction des personnes, des besoins, des habitudes, on va pouvoir s'orienter vers les prébiotiques, les probiotiques pour réensemencer la flore intestinale. On peut faire des cures de spiruline, c'est des algues, une algue
voilà, très reminéralisante, une cure de plasma de Quinton aussi également, donc ça c'est les oligo-éléments qui sont présents naturellement dans l'eau de mer, une cure d'ortie, c'est très vaste et ça dépend des personnes, mais oui, oui, bien sûr, on peut trouver de quoi se supplémenter pour soutenir un peu cette période de transition entre l'alimentation qu'on avait et celle qu'on souhaite. D'accord. J'ai une question qui me vient là, parce que à chaque passage de saison, bah, je suppose que le corps se réadapte un peu et souvent arrivé à l'automne, l'hiver, on peut être un peu plus, je sais pas, tiré vers le bas ou voilà, les journées raccourcies, s'il fait Mm. nuit plus tôt. Est-ce Oui. que tu aurais un conseil un peu général, même si on a vu qu'il y avait plusieurs tempéraments, pour aider à passer ces transitions d'une saison à l'autre? Oui, Ou bien est-ce que sûr. c'est vraiment Il faut spécifique? soutenir, oui. Il faut soutenir l'organisme, ça c'est certain, entre chaque changement de saison. Alors, la vitamine D que je conseille à toutes les consultantes, donc d'octobre à avril, pour couvrir les D'accord. besoins d'ensoleillement qui ne sont pas au rendez-vous. Oui. Ça, c'est super important de se supplémenter parce qu'on est tous carencés. Pour avoir un bon taux de vitamine D à l'hiver, il faudrait rester 15 à 30 minutes par jour exposé au Mhm. soleil, visage et avant-bras découverts. Clairement, je pense que sur la population, il n'y a pas énormément de monde Ouais. pour qui ça se passe quotidiennement et il faut encore que le soleil soit au rendez-vous tous les jours, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc on est tous carencés et la vitamine D, elle est vraiment, vraiment à la source de plein, plein de choses dans l'organisme. Elle n'est pas créée par le corps, donc elle est apportée par le soleil et par les fruits et les légumes, et elle est détruite à la cuisson. Donc ça veut dire que c'est vraiment manger du vivant été comme hiver, et même là, si c'est pas directement cueilli sur l'arbre, enfin, au bout de quelques jours, elle se détruit aussi dans les fruits qu'on achète sur les marchés ou à X endroits. C'est une vitamine qui est très très fragile. Donc ça, c'est quelque chose en transition, en tout cas pour aller vers les périodes d'automne et d'hiver, qui est très importante. Et après, on peut soutenir le système immunitaire. Alors, il y a plein de façons. On peut utiliser par exemple la propolis, donc qui est issue voilà, du travail des abeilles. On peut utiliser la spiruline dont je parlais tout à l'heure, qui est une algue riche en minéraux. On peut utiliser le plasma de Quinton, j'en parlais aussi tout à l'heure, donc qui est une eau de mer qui est puisée dans un vortex en Bretagne. Donc le plasma de Quinton, c'est une eau de mer qui contient tous les oligo-éléments présents naturellement dans notre plasma sanguin. Donc c'est vraiment une eau qui est parfaitement biodisponible pour le corps. Le corps le reconnaît tout de suite, il la synthétise et on en tire un maximum de profit. Donc on peut faire une cure à chaque intersaison. Après, au printemps, du coup, c'est plus sympa quand on sort de l'hiver parce qu'on a plein de choses dans les champs, dans les prairies, dans les forêts pour cueillir. L'ortie, notamment, une cure d'ortie qui est riche en chlorophylle, qui va nettoyer les intestins et qui est vraiment très, très riche en minéraux. Donc, on fait des jus d'ortie, infusion d'ortie, salade d'ortie. Voilà, toutes les plantes, toutes les plantes qu'on va pouvoir trouver dans le jardin et qui vont pouvoir se manger et s'infuser. Là, on a le choix. On a le choix. Ok. Mais oui, oui, il faut se soutenir. Et après, c'est vrai que c'est bien de se rapprocher d'un thérapeute pour avoir Oui. la supplémentation qui nous convient le mieux, à la fois à Ouais. notre tempérament et à nos habitudes. La forme galénique, il y en a qui préfèrent avaler des gélules, d'autres ça va être plutôt liquide. On peut utiliser les huiles essentielles aussi, qui sont très très bons soutiens de l'organisme. Donc après, c'est très variable d'une personne à l'autre. D'accord. Mais oui, c'est important. J'ai une question sur les régimes, parce que c'est quelque chose qui est très à la mode et puis on a tendance à poser son propre diagnostic et choisir son propre régime. C'est pas forcément adapté à notre constitution. C'est ça. Quelles sont les conséquences d'un régime? Je pense au régime hyperprotéiné qui était très à la mode à un moment donné. Quelles sont les conséquences sur nos émotions, sur notre mental, sur notre corps aussi? On est plus voilà, sur les émotions, mais voilà, quelles sont les conséquences d'un régime mal choisi, peu adapté? Donc je parle Oui, des régimes pour perdre du poids. ouais, oui, oui. Euh,
Alors, ces régimes, Par où ouais. commencer? Déjà, non, mais déjà le mot régime, pour moi, c'est très Ouais, compliqué. ouais, c'est clair. Voilà, parce que c'est un mot qui veut dire tout et rien à la fois. Et s'imposer une alimentation spécifique, de toute façon, parce que ça a marché chez le voisin, parce que les livres disent que c'est super, etc. Globalement, c'est pas une bonne idée. Parce que comme tu l'as très bien dit en introduction, on est tous différents et on a tous des besoins différents. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le régime hyperprotéiné, il est dangereux pour l'homme parce qu'en fait, alors il y a deux choses dans ce régime qui, pour moi, sont très flagrantes. Il y en a certainement plus, mais la première, c'est que déjà, on se prive de fruits. C'est un régime qui autorise donc une alternance entre la viande, charcuterie, enfin je ne sais plus ce qui est autorisé, mais en tout cas de la protéine animale et du légume avec des jours d'alternance, etc. Le fruit est strictement interdit. Et dans le fruit, vous avez du glucose, donc ce sucre naturel qui est contenu dans le fruit et qui est nécessaire au fonctionnement du cerveau. Donc voilà, du coup, moi déjà, ça me pose vraiment problème parce que du glucose dans les légumes et dans la viande, il y en a un peu, mais pas suffisamment. Donc c'est vraiment ce fruit qui va apporter l'énergie. Et ce fruit, il est complètement absent de ce régime qui peut se faire sur de très très longue durée, 5-6 mois, parfois des gens qui gardent ce régime très longtemps, ce qui est certes efficace sur la perte de poids, visiblement. Est-ce que dans la durée, oui ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, sur la perte de poids, voilà, qu'on constate semaine après semaine, elle est efficace, mais on se prive quand même d'une source d'énergie voilà, qui est juste, pour moi, irremplaçable. Et ensuite, c'est un régime hyperprotéiné, avec de la protéine donc, animale. Et en fait, l'homme, il n'est pas carnivore. Et là, je vais citer quelqu'un que j'aime énormément, qui s'appelle Irène Grosjean, qui est une naturopathe de 90 ans, qui pète la santé et qui est crudivore, qui ne mange que du cru. Et cette dame, elle dit, on n'est pas carnivore parce que si on vous mettait tout nu dans une clairière, sans outils, sans rien sur vous et qu'il fallait vous nourrir, vous n'irez pas courir après un lièvre, le dépecer et le manger. Par instinct, on irait chercher des baies, des fruits, on irait faire de la cueillette. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des cueilleurs. On n'a pas les mâchoires pour manger la viande crue. Et surtout, notre système digestif, il le crie très fort. Nos reins sont petits et notre système digestif intestinal est très long pour digérer les végétaux, alors que les carnivores ont des reins très gros pour digérer toute cet acide urique qui est contenu dans la viande et dont nous n'avons pas besoin, et un système digestif intestinal très court parce qu'ils ne mangent pas de végétaux. Donc ça, c'est très criant, c'est très parlant. Voilà, on a déjà ces deux problématiques dans ces régimes qui sont très compliquées pour moi au niveau de l'absence du fruit et du fait de cette omniprésence de produits carnés en fait qui n'est pas adapté à l'homme, tout simplement. On n'est pas fait pour ça. Voilà, contrairement à ce qu'on peut voir dans nos supermarchés, on n'est pas fait pour manger tout ça. Voilà. Et au niveau du mental et des émotions, quel est l'impact d'un régime sur ça? On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je mange une alimentation qui n'est pas faite pour moi, alors peut-être que je vais avoir un peu d'euphorie au début parce que voilà, j'avais 15-20 kilos à perdre et qu'en effet la balance elle va descendre parce qu'on ne stocke pas la protéine. Donc du coup, oui, la balance elle va descendre, il n'y a plus de fruits, donc il n'y a plus de sucre sous quelque forme que ce soit, il n'y a plus de sucre. Donc oui, quand il y a une grosse masse corporelle à perdre, on va fondre. Donc peut-être qu'en début de régime, on va être un petit peu porté par cet enthousiasme de dire « Ah, ça y est, voilà, je décante, je décolle, c'est cool. » Mais rapidement, en fait, c'est cette alimentation trop riche en tout ce dont je n'ai pas besoin va me bercer un petit peu dans des idées pas forcément très positives, dans des idées pas très constructives. Je vais être plutôt tournée dans la négation, je vais avoir du mal à mener à bien mes projets, je vais avoir du mal à être bien avec mon entourage parce que je vais baigner dans quelque chose de pas adapté pour moi. Donc ça c'est valable pour tous les régimes, je pense, quels qu'ils soient, à partir du moment où il y a où on nous impose une alimentation qui n'est pas bonne pour nous.
euh, on n'est pas bien. On n'est pas bien dans le corps parce que les cellules, elles baignent dans un liquide qui n'est pas sain. Donc, on n'est pas bien dans le cœur. Donc, on peut remarquer en effet des personnes qui vont sombrer un petit peu dans de la dépression, dans une mélancolie un peu latente, malgré que du coup, elles ont obtenu ce qu'elles souhaitaient, la perte de poids. Ouais. Mais ça va quand même ça va quand même pas. Voilà, j'ai maigri, c'est ce Ouais. que je voulais, mais ça va pas. Ouais. Du coup, c'est la Il y aura toujours surenchère pas. d'un autre régime pour essayer d'aller chercher dans le corps quelque Ouais, chose qui c'est ne soit ça. pas au niveau émotionnel, quoi. Voilà, c'est ça. On est dans une spirale de rien, rien ne me va. La vie est nulle. Tout Ouais, est ouais. triste de toute façon. Voilà. Et c'est assez parlant, oui. C'est assez parlant. Tout simplement parce qu'on mange pas Ce qui nous ce convient, dont ouais. on a besoin. Mm. Donc, tu as parlé là Oui. tout à l'heure de la viande et des produits laitiers. Du coup, comme je t'avais dit, moi, je suis végétarienne et j'ai une tendance végane. Euh, Quel est l'impact d'une alimentation riche en protéines animales, riche en produits laitiers sur nos émotions et notre mental? Moi, j'ai constaté des personnes qui mangeaient beaucoup de viande et qui avaient une transformation un peu de leur tempérament, tu vois, qui avait tendance à être dans la colère ou l'impulsivité. Euh, c'est quelque chose que j'ai constaté. Après, voilà, je n'ai pas tes connaissances, je ne sais pas si c'est juste ou pas ce que j'ai constaté chez les autres, mais est-ce que voilà, il y a des émotions qui peuvent ressortir parce qu'on a un trop plein de viande ou de produits laitiers? Ben, oui, forcément. Comme on disait tout à l'heure, l'alimentation riche en viande et en produits laitiers, elle est très acidifiante pour le corps. Donc, on crée des cristaux. L'acidité du corps, c'est le rein qui gère. C'est le rein qui doit éliminer tout ça. Et comme on l'a dit, on a un tout petit rein, enfin 2 petits reins, quoi. Et c'est pas suffisant pour la quantité. Quand on mange de la viande et des produits laitiers tous les jours, le rein, en fait, il est sursollicité. Et en médecine traditionnelle chinoise, c'est l'émotion de la tristesse qui se dépose sur les reins. Donc, et aussi sur les glandes surrénales, qui sont les petites glandes qui sécrètent des hormones et qui chapeautent les reins. Et ces glandes surrénales, c'est souvent elles, quand elles sont défaillantes, qui sont responsables un petit peu des burn-out, des dépressions, etc. Donc, moi, je fais un lien très rapide entre les personnes qui ont une alimentation très acidifiante, que ce soit par la viande ou que ce soit par les produits laitiers, le fromage, les yaourts, etc. Et une fatigue rénale très importante, avec l'émotion de tristesse qui se manifeste sur les reins. À l'inverse, les personnes qui vont être plutôt dans la colère. Ce sont souvent des personnes, alors là on va toucher plutôt au gluten et à tout ce qui est un petit peu lourd à digérer, les pâtes, tout ce qui va créer des cols dans l'organisme et qui va Ouais. fatiguer le duo foie-pancréas. Et le duo foie-pancréas, en médecine chinoise, c'est l'émotion de la colère qui se dépose sur le foie. Et quand le duo foie-pancréas est fatigué, c'est cette émotion qui ressort. On dit je suis verte, voilà, avec ce rappel à la couleur de la bile, en fait. Voilà, je suis verte de rage, c'est le foie qui parle. Donc là, ça va être plutôt des personnes qui vont un petit peu avoir des excès sur le pain, la pizza, les pâtes, tout ce qui est céréales transformées en fait, et ça va se déposer sur le foie. Et après, tout ce qui est addictif aussi, l'alcool. L'alcool qui va aussi se déposer et fatiguer le foie. Et là, on va avoir des personnes qui sont plutôt dans la colère ou qui sont plutôt des personnes ouais, ça explose, quoi. Oui, oui, dans la colère. Donc, oui, ce qu'on mange impacte nos organes et chacun de nos organes va pulser une émotion, quoi. Donc, on va contacter la colère sur le foie et la tristesse sur les reins en fonction de l'alimentation, si c'est plutôt acidifiante ou si ça va plutôt créer des cols avec tout cet amidon qui encrasse l'organisme. Voilà. D'accord. Du coup, j'avais ma question suivante, mais tu as commencé à y répondre un peu. Quand il y a une émotion comme ça qui prédomine, si voilà, on constate qu'on est quelqu'un dans la tristesse beaucoup, dans la colère beaucoup, est-ce qu'il y a, enfin, du coup, oui, on peut réguler l'alimentation, la modifier pour. Non, en fait, est-ce que c'est possible par l'alimentation de diminuer cette émotion? Et comme tu le disais là juste avant, donc la tristesse en lien avec le rein, la colère en lien avec le foie.
est-ce qu'on va recréer une alimentation qui va traiter cet organe, traiter, ou je ne sais pas si j'utilise les bons mots, mais peut-être faire une détox de cet organe pour diminuer une émotion qui prédomine? Est-ce que tout ça, c'est possible via l'alimentation? Oui, bien sûr. Alors, quand on sent qu'il y a beaucoup de colère en nous et qu'on constate qu'en effet, on mange beaucoup de céréales transformées, il faut aider le foie et le duo foie-pancréas. Donc souvent, ces personnes-là, au niveau du tempérament, ça va être des personnes au tempérament bilieux, où la bile est donc prédominante. Le goût du foie, c'est le goût amer. Et ce goût, en fait, qui stimule le foie, il a disparu de nos tables. Enfin, il y a très très peu de monde qui va manger un pamplemousse avec plaisir, une endive, croquer dans une endive sans sauce, manger une asperge, voilà, le radis noir, etc. Il y a très peu de personnes en fait qui ont un affect pour ce goût-là. Et en fait, en remettant ce goût sur la table, on va aider le foie de façon naturelle à refaire son travail et D'accord. donc à diminuer notre colère. Ça peut être aussi une infusion de romarin, par exemple, qui est aussi une plante très aromatique qui va avoir ce goût amer très puissant. La fumeterre, le chardon-marie, voilà, toutes ces fleurs qui en infusion vont donner un petit peu ce goût amer et qui va restimuler le foie. Après, pour les reins, voilà, il y a des plantes aussi, bien sûr, qui vont aider, notamment le genévrier, qui est une plante qu'on trouve aussi en se baladant dans nos montagnes, qui vont soutenir un petit peu le rein. Mais là, c'est tellement, quand c'est quotidien qu'il y a de la viande et des produits laitiers, déjà, en diminuant un petit peu, et en soutenant avec le genévrier, par exemple, on va aider le rein à se sentir mieux. Donc oui, bien sûr, heureusement, on peut puiser dans la pharmacopée de Pachamama, la terre nature, Ouais. la terre-mère, hein, pour s'aider. Et puis en plus, ce qui est super avec les infusions, quand on y prend goût, c'est que quand on a une petite faim, une bonne infusion, quand on sait bien les préparer et quand on sait bien accueillir la plante dont on a besoin, on est vite satisfait en fait. Et ça, Ah c'est chouette. d'accord, ça peut te caler une infusion. Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, on recherche à travers, on a un petit coup de, je sais pas, on a faim, on veut manger quelque chose, on choisit une plante qu'on aime et les plantes sont très très aromatiques. On prend un achillée millefeuille, un romarin, un thym, c'est hyper aromatique. Voilà. Et puis souvent, quand on a faim par une émotion, on n'a pas vraiment faim. On a juste, on est à la recherche d'un sentiment de sécurité. On peut pas dire qu'on a faim. On a besoin de s'apaiser, de trouver quelque chose qui nous rassure et notre corps appelle ce qu'il connaît, ce que je mange en fait. Donc, en essayant d'aller un peu à l'encontre de ça et en donnant ce que j'ai besoin, mais pas ce que j'ai envie, parce que j'ai envie de chocolat, mais en fait, j'en ai pas besoin. Ouais. Et je contre un peu ça. Alors, je me fais violence, je sors de ma zone de confort. Je dis pas que c'est facile, mais ça peut vraiment, c'est pareil, c'est une histoire d'éducation encore. Je me rééduque à aller vers autre chose. Voilà, c'est ça. Je me rééduque, je change, voilà. Je change mes habitudes et je vais vers autre chose et j'y trouve de l'apaisement parce que c'est ce dont j'avais besoin. Ouais, oui, c'est ça. Rapidement, mon corps il constate que c'est ce que j'avais besoin. J'étais dans ma colère, mon foie, là, il se manifeste, il appelle, je sais pas, ce que j'aime manger, chocolat. Et Ouais. je vais lui donner une infusion de romarin et mon foie va s'apaiser en fait. Et du coup, l'émotion, elle va s'apaiser aussi, quoi. D'accord. Est-ce que tu aurais des conseils alimentaires à donner à des personnes qui, justement, pour calmer une émotion, vont, comme tu dis, aller chercher dans la nourriture? Je pense qu'on a cette tendance à vouloir un peu ravaler nos émotions à travers la nourriture. Il y a des personnes qui font des crises de boulimie quand ça va pas. Est-ce que, donc tu l'as déjà dit par les infusions, voilà, est-ce que tu as des conseils à donner à ces personnes qui vont chercher la nourriture pour combler quelque chose d'émotionnel? Oui, je crois qu'il faut, enfin voilà, quand l'émotion elle arrive et qu'elle est très forte, je pense qu'avant de se jeter sur le frigo, le placard, il faut essayer d'accueillir un peu cette émotion. Ouais. Il y a plein de techniques aujourd'hui, rien que la respiration par exemple, c'est juste
voilà, je prends le temps de respirer là ce qui se passe, d'accueillir, d'accepter cette émotion qui est là, elle est là, donc voilà. Je peux aussi crier très très fort pour la faire sortir, on a le droit. Voilà, c'est juste évacuer par le cri, par la respiration. Voilà, je me pose et là je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai besoin pour aller mieux? Donc si c'est le sucre, et je vais par exemple, je sais pas, manger une banane, une banane qui va me caler, me donner ce sentiment de voilà d'apaisement parce que voilà, elle est riche en goût, riche en matière, riche en glucose, donc ça va m'apaiser. Si c'est plutôt le salé qui m'attire, c'est dans les légumes que je vais trouver les minéraux. Alors c'est vrai que quand on a ces émotions qui débordent, on n'a pas forcément envie de croquer dans la carotte. Mais ça peut être, par exemple, j'y reviens encore, un verre de plasma de Quinton, qui a un goût très très salé, hein, c'est comme avaler de l'eau de mer. Donc souvent, si c'est ce goût salé qui est très présent, on peut offrir un verre de plasma pour faire redescendre cette émotion, parce qu'encore et toujours, on n'a pas faim, c'est juste les cellules qui s'agitent, qui baignent dans une lymphe, qui sont saturées de ce que vous avez mangé, qui ne vous convient pas et qui rappellent ça. Le sucre appelle le sucre, le sel appelle le sel, et on est dans un cercle comme ça infini. Donc, essayez dans un premier temps, si les infusions ça paraît trop compliqué, voilà, j'ai besoin de sucre, je vais m'orienter vers un fruit. Ça peut être toujours le même, c'est pas un problème. En fait, le corps instinctivement, il sait ce dont il a besoin. Si c'est la banane, ça durera qu'un temps, ce sera pas éternel. Ça fait un mois, vous savez, ça va être la banane. Et c'est très bien. Mangez une banane. Mangez une banane. Il y a tout dans la banane. Voilà. Si c'est une pomme, c'est une pomme. Et voilà, essayez d'utiliser plutôt le vivant pour se rassurer plutôt que le transformer. Voilà ce que je dirais sur ça. Et surtout prendre le temps d'accueillir l'émotion qui monte. C'est normal. Enfin, on est humain, on a cette caractéristique de pouvoir ressentir profondément, intensément les choses. Laissons monter ces émotions. S'il faut pleurer, on pleure. S'il faut crier, on crie. S'il faut chanter, on chante. Chantons. Mais laissons monter ces émotions. Laissez déjà sortir. Ça sert à rien de les réprimer en avalant ce truc. Mais voilà, laissez-le sortir. Et après, si j'ai besoin un peu de compenser, essayer de trouver quelque chose de vivant, donc un fruit, un légume, une tisane qui va répondre à ce dont j'ai besoin, plus qu'à ce dont j'ai envie en fait, parce que c'est surtout ça. C'est se connecter à quels sont les besoins de mon corps. Et s'écouter, voilà, écouter. Ça paraît, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que ça remet en cause les habitudes et l'éducation qu'on a aussi, parce qu'on ne nous apprend pas à identifier les émotions, à les écouter. Un enfant qui fait une colère, on le casse dans sa colère, il n'a pas le droit d'exprimer cette colère ou cette tristesse, et on ne nous apprend pas à faire ça. Et je pense qu'on trouve ce refuge dans la nourriture parce que, étant petit, on ne nous a pas appris à écouter ces émotions qui remontent, et du coup, on ne sait pas quoi en faire, quoi. C'est ça, exactement, exactement, et c'est très parlant chez l'enfant. Enfin, voilà, et puis c'est vrai que c'est dans la culture. Un enfant qui n'a pas faim, c'est pas normal. Il faut le faire manger. C'est pas normal, C'est pas normal, etc. Et du coup, en fait, toute cette nourriture dont il n'a pas besoin, et ça va ressortir. Ça va ressortir à un moment sous quelque forme que ce soit, et souvent par l'émotionnel, de toute façon, c'est sûr. Parce que eux, les enfants, ils ont pas de barrière, en fait. Donc, quand ça va pas, ils crient. C'est pas un souci pour eux, quoi. Et après, on leur demande de pas crier. Donc, pareil, on re-rentre dans cette espèce de cercle, toujours, voilà, les émotions qui guident ce qu'on va manger, et ce qu'on va manger est guidé par nos émotions, etc. Et on a du mal à sortir de ce schéma-là. Et du coup, tu parles des enfants, donc j'ai une question qui me vient. Donc, je suppose qu'en naturopathie, tu peux aussi suivre des enfants. Je pense que c'est mieux, du coup, comme ça, ils ont des bonnes habitudes de vie dès le départ. Est-ce que, à travers l'alimentation, tu peux, je ne sais pas comment formuler ça, mais je pense à des enfants autistes ou des enfants hyperactifs ou hypersensibles. Est-ce qu'avec l'alimentation, on peut je sais pas comment l'exprimer, tu vois, mais utiliser ça comme un outil pour traiter quelque chose chez l'enfant. Oui, bien sûr. Je suis d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, spécialisée dans la femme et l'enfant. Je reçois que la femme et l'enfant au cabinet.
D'accord. J'ai choisi de soigner la femme justement parce qu'elle porte la vie, elle porte l'avenir. Et quand elle prend soin d'elle pendant la grossesse, par un effet papillon, elle prend soin de son enfant et on repose un peu les bases, voilà, qui sont pas celles des industries qui nous dominent. Voilà. Le lait n'est pas forcément, si la maman ne souhaite pas allaiter, ce n'est pas forcément le lait de la vache. Ça, il y a plein de mamans qui le découvrent. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de choses où on est conditionné par la société dans laquelle on vit. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout Ouais. cas par l'alimentation. Le lait, qui est le premier aliment du bébé, bien sûr, le lait maternel, il n'a aucun équivalent, et ça, voilà, je le dis, mais après, c'est sans jugement que j'accompagne les femmes quand elles ne souhaitent pas allaiter. Mhm. Il y a d'autres alternatives. Donc ça, c'est important de le savoir. Et après, l'enfant grandissant, surtout quand il présente des troubles, bien sûr, on peut l'accompagner. Notamment, il y a des études en ce moment qui se font sur les enfants autistes et Ouais. la perméabilité intestinale. Donc cet intestin, en fait, qui devient poreux avec le lait de vache, avec la viande, avec tout ce qui est acidifiant en fait, et qui se retrouve, le rein ne peut pas tout absorber. Donc en fait, la protéine lactée, la lactase qui est dans le lait que l'enfant boit à partir de 3 ans, on ne sécrète plus l'enzyme qui est faite pour digérer le lait. Qu'il soit de la maman ou le lait à partir de 3 ans, l'enfant humain, le petit humain est censé être sevré. Donc cette enzyme, elle disparaît petit à petit. D'accord. Donc si on continue à donner du lait à l'enfant, les reins, en fait, ils peuvent pas tout filtrer. À un moment, cette protéine, elle va se promener un petit peu partout, elle va se mettre sur les intestins et elle va rendre l'intestin poreux. Et quand l'intestin est poreux, il laisse passer des choses. Il laisse passer ce qu'il n'a pas laissé passer, les nutriments, etc., qui après viennent se balader dans le corps, se poser sur les articulations pour créer Mhm. arthrose, arthrite et compagnie, se poser sur les os pour créer l'ostéoporose, se poser et monter au cerveau pour créer les nouvelles maladies dégénératives actuelles, Parkinson, Alzheimer, etc. Donc ça, c'est des études qui sont en cours, mais qui semblent plutôt aller dans ce sens-là. Et donc, chez l'enfant autiste, rétablir la flore intestinale en insérant des aliments riches en prébiotiques, donc des aliments fermentés, comme le chou de choucroute, les boissons riches comme le kéfir, le kombucha, qui vont donc rétablir la flore intestinale, réparer l'intestin, montre vraiment que les enfants sont plus apaisés et qui recommencent à développer en fait des facultés qu'ils n'avaient pas. Donc ça, c'est plutôt très encourageant. Mais sans aller dans des enfants qui ont des troubles vraiment comme ça, très très présents, Mhm. rétablir l'assiette et optimiser le cru ou le vivant, ça fait des enfants plus heureux. Ça fait des enfants plus heureux, plus connectés, plus créatifs, plus joyeux. Ça, c'est... Enfin, voilà. Moi, je je le constate tous les jours parce que j'en ai 3 Ouais. qui ont la chance. Pour moi, c'est une chance parce qu'ils sont instruits en famille, ils ne vont pas à l'école, donc je peux poser un regard sur leur assiette, hein, parce qu'on ne Ouais. peut pas toujours non plus dans les contraintes de vie tout contrôler, notamment les cantines, qui font des efforts aujourd'hui, mais c'est encore pas partout où on a des menus véganes, où on a un regard sur l'assiette de l'enfant qui est un peu plus, voilà, un peu plus adapté. Ouais. Moi, j'ai cette chance-là et je vois des enfants qui sont hyper connectés au vivant, quoi. Et je sais que c'est parce qu'il y a cette alimentation qui est là. Voilà, ils vont tirer un fenouil au potager, ils croquent dedans et voilà, ça c'est se nourrir. Pour moi, ça c'est se nourrir, Ouais, ouais, c'est clair. c'est je tire, je la passe sous l'eau et je croque dedans en fait. Et ça pour moi c'est se nourrir et c'est eux l'avenir en fait. Et c'est important pour moi qu'ils qu'ils aillent vers ça pour pouvoir ensuite transmettre et aller dans ce sens-là. Ouais. Et Voilà. tu les vois du coup sur leur productivité, leur concentration, leur créativité, leurs idées, Oui, etc. bah, c'est parlant. Après, je sais que c'est pas que ça, c'est aussi un cumul de la vie qu'ils ont dans la Ouais. campagne, le fait de pas avoir de contraintes. Ils ont pas de contraintes de vie, très peu. La plupart, 80% de leur temps, c'est du jeu en fait. Ils jouent,
Voilà, ils peuvent manger chez nous, en fait, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi ce diktat du fruit après le repas qui est très présent chez nous. Le fruit, faut pas le manger à la fin d'un repas. Pourquoi? Parce que le fruit, il se digère pas dans l'estomac, il se digère dans l'intestin. Et quand on mange le fruit à la fin de son repas, le fruit, il arrive dans le bol alimentaire de l'estomac et il va être macéré avec tout le reste, la viande, les céréales, enfin, tout ce qu'on a mangé, le yaourt. Et quand il va arriver dans l'intestin pour être digéré, il aura été détruit par les enzymes de l'estomac. Et donc, il y aura très, très peu de nutriments à absorber. Alors que le fruit, c'est l'énergie de la vie, c'est le fruit. Donc, c'est vraiment dommage. Donc, manger des fruits, c'est super. Les fruits, c'est à volonté. Mais par contre, c'est en dehors des repas. Donc, je me fais une petite pause fruitée à 11h ou je me fais un plat de fruits. On peut aussi manger une assiette de fruits sur son midi, c'est OK. Mais jamais mélanger à autre chose. Et ça, c'est très important. Ça se sait de plus en plus. Je suis heureuse de voir en consultation que de plus en plus les femmes sont au courant de ça. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, par exemple, chez nous, les enfants mangent à volonté des fruits toute la journée. Il y a une corbeille de fruits en permanence et ils mangent peut-être 10-15 fruits par jour. Et s'ils n'ont pas faim à midi, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils ont eu tout ce qu'il fallait. Il y a tout ce qu'il faut dans un fruit. Il y a l'eau, l'air, la terre, le soleil. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et ils n'ont pas faim, c'est pas grave. Ils ont mangé des fruits. Je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. D'accord. Oui, j'avais une dernière question, mais bon, du coup, tout au long de cette interview, tu y as répondu. Donc, ma dernière question, c'est l'alimentation peut-elle modifier nos comportements, type dépression, libido, impatience, etc. Mais du coup, tout au long, tu as répondu à cette question finalement. Oui, c'est vrai, parce que c'est tellement parlant, en fait. Enfin, il faut juste se poser 5 minutes et écouter ce qui s'est passé dans notre journée. On peut aussi se tenir un petit carnet de bord quand on a envie de reprendre contact un peu avec ce qu'on a mangé, parce que parfois, moi, je vais en consultation, je demande à la personne ce qu'elle a mangé hier. Elle s'en souvient pas. Parce qu'en fait, là, il y a les fins du quotidien, voilà, c'est ça. On mange pas en conscience, en fait. On mange parce que c'est l'heure, on finit les restes, on mange sur le pouce. On a plein d'expressions comme ça. J'ai mangé sur le pouce, j'ai mangé les restes. Voilà, en fait. Donc, du coup, c'est se tenir peut-être un petit carnet de bord et puis noter ce qu'on a mangé et les émotions qu'on a eues dans la journée. Si on s'est senti bien, pas bien, est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'on a pleuré? Est-ce qu'on a été en colère aujourd'hui? Est-ce qu'on a beaucoup crié ou pas? Et puis voir du coup ce qui a été mangé, pour essayer de faire un lien comme ça pendant quelques jours. Juste pour observer, on est dans l'observation, avec bienveillance, sans jugement. C'est juste observer en fait ce qui s'est passé émotionnellement et ce que j'ai mangé. C'est étroitement relié de toute façon. Il y a un adage qui dit « je suis ce que je mange ». Je suis ce que je mange, c'est tout. Voilà, il n'y a pas besoin d'expliquer plus. On a vu le foie, la colère, les reins, la tristesse. Et notre lymphe, en naturopathie, la lymphe et les liquides du corps, on appelle ça des humeurs. Et je trouve que c'est très parlant parce que c'est ça, en fait, voilà, quand on a une lymphe qui est baignée par des cellules qui sont oxydées, on est dans des humeurs plutôt négatives. Et puis quand on a des cellules qui baignent, voilà, des cellules en pleine santé, qui baignent dans une eau à défaut d'être pure, on va dire au moins propre, on est plutôt vers la joie de vivre, voilà, le positif, la pleine conscience. Voilà, on se tourne vers le soleil, quoi. donc oui, c'est très, très parlant. Et je voulais vous conseiller 2 livres qui ont été très importants sur ce chemin-là pour moi. Le premier, je ne l'ai pas avec moi, mais c'est de Isabelle Huot. Il s'appelle « Arrêtez de manger vos émotions ». Donc, c'est un livre, voilà, le titre parle de lui-même, qui balaye toutes les émotions et pourquoi on mange telle ou telle chose, donc qui est plutôt pas mal. Et Irène Grosjean, que j'ai évoquée tout à l'heure, La vie en abondance, donc qui est une naturopathe qui a traversé des épisodes de vie assez douloureux et qui s'est convertie au crudivorisme. Donc, il propose dans ce livre son histoire de vie, mais aussi des recettes et des idées des outils, en fait, pour passer cette transition.
Et c'est un super livre. Elle a aussi fait beaucoup de conférences que vous pouvez retrouver sur Internet et que vous pouvez écouter pour comprendre un petit peu son message avant de lire son livre peut-être. Mais en tout cas, voilà, deux livres qui peuvent accompagner un petit peu ce cheminement. Arrêter de manger ses émotions et La vie en abondance. Voilà. Ok, super. Ben, merci. On va terminer sur ces deux livres. Donc, bah, merci beaucoup pour tous tes conseils. Merci pour ce partage. C'est super intéressant. J'avais encore 1 million de questions, mais mais faut essayer de se calmer. Il y a tellement de choses à dire. C'est hyper intéressant. Je mettrai en description de cette vidéo YouTube, si tu le souhaites, en tout cas, tes réseaux sociaux, ou est-ce que les personnes peuvent te contacter si elles veulent faire une consultation Bien avec sûr. toi. D'ailleurs, est-ce que tu fais des consultations visio? Alors, voilà, c'est une grande dualité pour moi. Je l'expliquais parce que j'aime être en contact des personnes. Je suis naturopathe, mais je fais aussi beaucoup de soins intuitifs. Mais par contre, si besoin, si la personne est OK pour de la visio, je m'adapte. Je suis quelqu'un de très adaptable. Okay. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai juste fait des séances de relaxation en ligne, mais si de consultation sur l'alimentation en visio, c'est avec plaisir que j'accueillerai les demandes. Ok, bah super. Bah, du coup, je mettrai tout en description si les gens veulent te retrouver, faire une consultation avec toi, te suivre sur tes réseaux. Voilà, je mettrai tout en description. J'espère que ça a été intéressant pour vous, ceux qui nous ont regardé, écouté. Moi, en tout cas, je me suis régalée. Merci beaucoup, Gaëlle. C'était hyper intéressant. Et puis, bah, à bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci.